Dans 2 mois, ce sera l'heure du choix. Dimanche 10 avril aura lieu le premier tour de la présidentielle française. 2 semaines plus tard, on saura si Emmanuel Macron se succède à lui-même ou si la Ve République aura un 9e président. D'ici là, nous croisons les regards depuis Paris. Un dimanche en campagne, c'est notre grand angle politique avec vous ce soir. Guillaume Darret, grand reporter Bonjour. Au service politique de France Télévisions. Et avec vous également, Mickaël Darmon, éditorialiste à la chaîne d'information i24 News basée en Israël. Bonsoir à vous aussi. Quelle séquence vous retenez de cette semaine ? Moi, j'ai retenu le soutien de Ségolène Royal à Jean-Luc Mélenchon, parce que même si elle n'a plus aucun poids politique, elle a un poids symbolique qui est encore important, Ségolène Royal. Et puis parce que ça vient conforter le début de dynamique qu'on voit chez Jean-Luc Mélenchon, entre 10 et 12% dans les sondages. Est-ce que ça va continuer ? En tout cas, il se voit comme le vote utile et il y aura sans doute une pression aussi sur d'autres candidats comme Fabien Roussel. Mickaël ? Moi, j'ai retenu Valérie Pécresse au Canet, qui est cette fois-ci sans prompteur, avec un micro libre, qui se promène, qui a l'air un peu plus libéré que le meeting très corseté et un peu raté qu'elle a fait au Zénith, et ce qui raconte également une semaine en coulisses très difficile pour cette candidate LR qui se bat à la fois contre ses adversaires, mais également contre ses amis à l'intérieur du parti. Et on revient sur ces 2 informations, sur ces 2 événements de la semaine. On y revient maintenant. Que s'est-il passé depuis dimanche dernier ? Une semaine en campagne. Le résumé est signé Luna Guépadour. C'est le nouveau duo de cette campagne présidentielle. Éric Zemmour, presque main dans la main avec Nicolas Bay. Au Mont-Saint-Michel, le candidat d'extrême droite exhibe son dernier transfuge du Rassemblement national. Une défection de plus dans le camp de Marine Le Pen. Je le dis avec à la fois beaucoup d'enthousiasme et, je dois le dire, un peu d'émotion. Le premier jour d'une nouvelle vie politique, mais évidemment, et vous le savez, la continuité d'un engagement. Entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la bataille se joue surtout dans les sondages, avec cette semaine un avantage pour le candidat de Reconquête. Selon le sondage quotidien IFOP pour Paris Match, LCI et Sud Radio, il serait crédité à 16,5% et parviendrait donc à se placer au second tour. Marine Le Pen semble pourtant rester confiante. Ma candidature est aujourd'hui la seule capable d'aboutir à la défaite d'Emmanuel Macron. La seule. Un argument que l'on a déjà entendu dans la bouche de Valérie Pécresse. Après le flop du week-end dernier au Zénith de Paris, la candidate LR s'offre un oral de rattrapage au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Ambiance intimiste, candidate plus détendue, contre vents et marées, elle tient le cap. Dans une campagne électorale, il y a des tempêtes, il y a des bourrasques. Mais je suis venue vous dire que je suis une femme libre et indomptable. Et je serai comme les marins de la Méditerranée. À gauche aussi, on cherche un mât cette semaine. Et pour l'ancienne candidate PS à l'élection présidentielle, Ségolène Royal, il ne se trouve pas du côté du Parti socialiste. Et aujourd'hui, c'est évident que le vote utile à gauche, c'est le vote Mélenchon. Réaction offusquée d'Anne Hidalgo, le vote utile, c'est elle. Et ne lui demandez pas si avec ses 2% d'intention de vote, elle entend larguer les amarres définitivement. Ah, ça, je crois que cette question-là, vous pouvez vous la garder. Voilà. Oh, la jeunesse! Lui n'entend pas quitter la campagne car il n'y est tout simplement pas encore entré. Emmanuel Macron est dans toutes les têtes. Il pourrait annoncer sa candidature cette semaine. Une date, messieurs ? Allez, à la semaine prochaine. Une date, messieurs. On évoque jeudi ou vendredi, sachant que le président Macron aime bien se laisser des portes de sortie aussi. Ça marquerait le début véritable de cette campagne présidentielle ? Alors effectivement, cette semaine a été évoquée, mais ce soir, nos confrères de France Info révèlent que ça serait peut-être la semaine suivante, celle du 28 février, parce qu'effectivement, la crise internationale va imposer à Emmanuel Macron un agenda qui va être marqué par de nouveaux entretiens avec les États-Unis, l'Ukraine, la Russie. Ce qui est sûr, c'est que, candidature ou pas cette semaine, son entourage lui explique que tout est prêt, le premier meeting, le premier déplacement. Les derniers arbitrages étaient faits cette semaine sur les thèmes de campagne. Mais c'est sûr que c'est pas seulement le grand public qui attend cette candidature, c'est les autres candidats qui ont le sentiment de boxer dans le vide et pour qui c'est assez compliqué. Les autres candidats s'épuisent un petit peu en fait. Oui, parce que c'est tout le monde attend. C'est tout l'intérêt d'Emmanuel Macron. Bien sûr, et c'est pour ça qu'il en profite largement. Je pense que quelque part, la crise diplomatique a aussi bon dos. Je crois qu'il a été décidé, après réflexion, de mener une campagne courte, intense, sur des programmes annoncés et des idées annoncées comme décoiffantes et vraiment étant capable de pouvoir, on va dire, clouer le bec de ses adversaires. Donc je pense que c'est aussi la stratégie qui a été décidée et que la stratégie de chauffer la salle comme une rockstar est quand même assez connue. Mais il y a quand même l'idée qui ressort de plus en plus qu'il est temps que le débat commence, que cette campagne commence véritablement, que c'est une exigence démocratique. Oui, d'ailleurs, toute la question sera de savoir comment les Français vont regarder le président une fois qu'il n'aura plus le manteau uniquement de président, mais qui
sera devenu également un candidat. On voit quand même beaucoup de signaux, de messages liés soit au pouvoir d'achat, soit au bilan de la sécurité, soit liés à d'autres revendications qui peut-être laissent entendre que le débat sera plus ardu pour lui que peut-être ne s'y attend. Alors, on va venir à cette bataille des droites. On l'a vu, les électeurs potentiels s'y perdent. Certains candidats ne s'y retrouvent plus non plus. Les transfuges vont et viennent. À droite, c'est la guerre des trois, Pécresse, Le Pen, Zemmour, qui s'intensifie. Aujourd'hui, ils sont tous les trois dans la marge d'erreur, comme on dit. Clairement, Valérie Pécresse a eu une très grosse difficulté avec le Zénith, mais il faut voir qu'elle n'a pas décroché non plus. Elle ne s'est pas effondrée. Il y a un sondage dans lequel elle est donnée à 12%, mais c'est l'unique sondage dans lequel c'est le cas. Elle est à 15%. C'était avant son meeting. Non, il était... Oui, voilà. Mais aujourd'hui, elle est entre 14 et 15%. Elle ne s'écroule pas. La semaine qui va venir va être déterminante parce qu'on va voir effectivement s'il y a un tassement progressif qui l'a fait passer nettement derrière Éric Zemmour et surtout s'il y a de nouvelles défections dans son entourage. Pour l'instant, il n'y en a pas eu, même si ça se coud en coulisses. Certes, c'est important. Ce qui est important, c'est ce qui est fait publiquement, les déclarations publiques. Le gros problème, ça reste, on va en parler j'imagine avec Mickaël, ça reste les sarkozystes et ça reste Nicolas Sarkozy qui pour l'instant, plus que donner un signe de soutien, donne même le sentiment qu'il va vers un soutien à Emmanuel Macron. Et ça, on en parlait déjà la semaine dernière avec le grand meeting. Mais si on reste sur Éric Zemmour, il est parti chasser sur les terres du RN. Est-ce qu'il va maintenant chasser sur les terres du LR ? Oui, clairement, c'est ce qu'il fait. Il adresse sans arrêt des attaques vis-à-vis de Valérie Pécresse. Il a compris que vis-à-vis du RN, il a déclenché une dynamique. Maintenant, il veut démontrer qu'il est ce qu'il appelle celui qui peut réunir les grandes droites ou la grande droite. Pour l'instant, c'est plutôt une pêche miraculeuse. Il n'a pas réussi à convaincre. Pour l'instant, puis on verra aussi à la fin quel sera le jugement des électeurs, parce que tout se cristallisera plus tard. Mais à ce stade, Éric Zemmour, il caractérise avec Marine Le Pen ce qui est vraiment la singularité de cette campagne présidentielle, c'est-à-dire que pour la première fois, il y a une primaire à l'extrême droite. Pour la première fois, il y a une concurrence ouverte et terrible entre deux candidats, parce que ce qui se joue également, ce qui se joue pour LR, c'est l'après 2022, bien sûr. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'élus qui, pour l'instant, ne prennent pas le risque de quitter Valérie Pécresse pour aller vers Éric Zemmour, c'est qu'elle est toujours qualifiable pour l'instant pour le second tour. Tant que Valérie Pécresse est en position de pouvoir se qualifier, ils ne partiront pas parce qu'ils se disent on a une chance d'être ministre notamment. Et on vire à bâbord avec la transfuge de la semaine. On le voyait tout à l'heure, vous l'évoquiez, c'est la socialiste Ségolène Royal qui appelle à voter Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que lui enclenche une dynamique qui rappelle un peu 2017 ? Ça y ressemble en tout cas, effectivement, c'est le seul qui progresse assez nettement ces dernières semaines, entre 10 et 12% dans les sondages. Et qui apparaît comme le vœu utile. C'est ce qui s'était passé à quelques semaines de la présidentielle de 2017 avec un basculement des voix de Benoît Hamon vers Jean-Luc Mélenchon. Je pense que la prochaine cible, c'est Fabien Roussel. Parce que si on voit que Jean-Luc Mélenchon, avec 11-12%, finalement, si on ajoute les voix de Fabien Roussel, est qualifiable pour le second tour, la pression va être extrêmement forte sur le candidat communiste. Mickaël ? Oui, en ce qui concerne aussi Ségolène Royal, c'est aussi le vote utile pour elle. Parce qu'elle a, bien entendu, des choses à dire au PS. Elle veut quelque part, entre guillemets, se venger. Un PS qui n'a pas voulu lui accorder une place au Sénat et qui n'a pas voulu écouter ses leçons d'union et ses conseils d'union il y a de cela un peu plus de 2 ans. Donc on voit bien que maintenant elle envoie ce message qui pour elle veut dire le PS c'est terminé. Ségolène Royal dit aussi que Anne Hidalgo devrait jeter l'éponge. Oui, non ? Je crois qu'ils sont engagés désormais tellement loin dans la campagne que sur un plan financier c'est compliqué de se retirer parce que c'est risqué de continuer quand même aussi. Mais c'est risqué, oui et non. C'est-à-dire que pour elle, quoi qu'il arrive après, il faudra qu'elle puisse dire qu'elle n'a jamais quitté le combat et que même si elle a perdu les armes à la main. Alors la date butoir, c'est le 4 mars. 6 candidats ont obtenu leur parrainage d'élus. Valérie Pécresse se détache avec 1945 signatures devant Emmanuel Macron, toujours officiellement pas candidat donc, mais aussi Anne Hidalgo au plus bas dans les sondages, Nathalie Arthaud du parti Lutte ouvrière et le communiste Fabien Roussel. Et également Jean Lassalle. Là, c'est grosse pression, il reste à peu près un peu moins de 2 semaines, la grosse pression sur les élus locaux. Oui, et en coulisses, François Bayrou, vous savez, qui a lancé une banque pour rassembler des parrainages, pour les distribuer aux candidats qui sont à plus de 10% dans les sondages et qui n'ont pas leur parrainage, cache pas son inquiétude. Il dit les candidats comme Éric Zemmour, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est vraiment qu'ils ont de très grosses difficultés à trouver ces candidats, ces parrainages. Il n'y a pas de bluff, c'est ce qu'ils vous disent. Et lui, il dit on va vers un bug, un crash démocratique s'ils n'ont pas leur parrainage. Il n'y a pas de bluff ?
Non, Vraiment cette fois-ci, il n'y a pas de bluff. On a bien vérifié, effectivement, et Guillaume a raison. Vous savez, c'est la devise. Hein. Rien ne se passe comme prévu dans une présidentielle. Peut-être que le 4 mars, avec la toise que va mettre le Conseil constitutionnel, il y aura une nouvelle campagne qui va démarrer, parce que si effectivement des candidats importants, en tout cas en termes de sondage et d'intention de vote, ne sont pas qualifiés ou aptes à être candidats, eh bien toute la campagne va prendre une nouvelle physionomie. Et ça serait évidemment du jamais vu. Ça pose une question aussi. Est-ce qu'il y a un problème avec le système actuel de parrainage? Donc je le rappelle, ce sont des élus qui parrainent des candidats. Est-ce qu'il faudrait que ce soit les citoyens, par exemple? C'est un débat qu'on a quasiment à chaque élection présidentielle. Il y a eu la question du parrainage citoyen ou élu. Il y a la question de la publication du nom, justement, des parrains désormais, du nombre de ces parrainages. C'est plus la façon dont on mène finalement cette quête des parrainages. J'ai échangé hier avec la candidate du Parti animaliste. Elle avait 300 promesses de parrainage il y a quelques semaines. Elle dit on ne sait pas faire ça parce que, par exemple, Lutte ouvrière, s'ils ont leur parrainage, c'est parce que pendant 5 ans, ils continuent d'entretenir leurs élus. Ils vont les voir, ils les appellent. Je n'ai pas vérifié, mais certains me disent même ils leur envoient une boîte de chocolat au moment des fêtes. Ce qui fait qu'au bout de 5 ans, même si ce n'est pas évident, ils ont leurs 500 parrainages quasiment à chaque fois pour se qualifier pour l'élection présidentielle. Et la publication obligatoire aussi amène des pressions. Puisque aujourd'hui, effectivement, on voit que les élus peuvent subir des pressions de la part de responsables politiques départementaux, régionaux, qui mettent sur la table les subventions attendues, des développements possibles, et n'apprécient pas tel ou tel parrainage. Donc il faudra de toute façon réformer d'une certaine manière, soit effectivement y associer des citoyens, soit faire un tirage au sort, soit avoir une autre méthode. Mais bien évidemment, on voit bien que cette fois-ci, le système arrive vraiment à une Cette fois-ci, justement, sans Mélenchon, sans Le Pen, sans Zemmour, c'est 41% des intentions de vote qui disparaissent. C'est un problème, c'est un énorme problème démocratique. Je pense que Michael sera d'accord avec moi. Si effectivement, ça disqualifie même cette présidentielle. Je ne sais plus la date exacte. Ni Éric Zemmour, ni Jean-Luc Mélenchon, ni Marine Le Pen ne sont qualifiés pour l'élection présidentielle. C'est non seulement un énorme problème démocratique pour notre pays et pour le président, quel qu'il soit, qui sera élu à l'issue de ce scrutin. Vous imaginez une suite après ça? La suite, elle sera celle qui devra avoir, c'est-à-dire la campagne devra continuer, elle ne va pas s'arrêter, mais bien évidemment, ça sera avec un problème démocratique nouveau et un malaise supplémentaire dans une société française qui est malade de son système démocratique. On l'a vu à travers tout ce mandat qui a été secoué par des crises, en particulier par celle des Gilets jaunes, qui a montré quand même un hiatus entre la société, la règle du jeu de manière générale, quel que soit le pouvoir en place, et une fois plus, si ce problème s'avère, eh bien ce sera un indice et une preuve supplémentaire. En 2 mots pour conclure, de quoi sera faite la semaine qui arrive? Alors, d'une nouvelle interrogation sur la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, parce que je pense que la fin de semaine, n'oubliez pas, il y a la figure imposée du Salon de l'Agriculture, qui est déjà une figure imposée pour tous les candidats à l'élection présidentielle, mais là encore plus pour le chef de l'État qui s'y rendra pour l'inauguration samedi. Est-ce qu'il ira en tant que président? Ça c'est sûr, mais est-ce qu'il sera président et candidat? Je pense qu'on va passer 12 heures à lui poser cette question. Voilà, question qu'on se pose depuis quelques semaines déjà. C'était un dimanche en campagne, Michael Darmon. Merci beaucoup. Et Guillaume Daré, merci à vous aussi. À bientôt.